Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Ça va faire venir les derniers participants. Donc merci d'être venus écouter donc, cet atelier consacré à la résilience opérationnelle numérique. Donc vous allez avoir la chance d'entendre les points de vue de la CPR et de l'AMF. Je donne juste quelques règles du jeu. Donc l'atelier est prévu pour durer 1h15. Il y aura évidemment un temps de questions-réponses à la fin, qu'on essaiera de laisser un peu substantiel. Je me tourne vers les participants qui vont essayer de respecter le timing. On vous enverra tout ce qui est présenté ici sera ensuite disponible. Et en fait, l'atelier va être filmé et donc vous pourrez accéder au replay, enfin tout le monde pourra accéder au replay. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les slides, etc. Donc on a le plaisir, on a la chance aujourd'hui d'avoir 5 intervenants. Donc Benjamin Habert de la CPR qui est inspecteur, qui travaille au contrôle sur place des établissements bancaires. Romain Vergès, qui est le nouveau chef du service de surveillance des risques technologiques, qui inclut notamment les aspects de résilience numérique. Zakaria Boudoudou, côté AMF, dans la direction, superviseur à la direction de la gestion d'actifs, de même que Michael Reich, au milieu, et Bruno Buresi qui est adjoint à la directrice des contrôles des SGP et des CIF. Voilà, donc je leur passe la parole et très bon atelier à tout le monde. On va commencer avec donc quelques rappels sur le cadre DORA. On passera ensuite au premier constat, donc depuis l'entrée en application en février dernier. Il y aura une séquence de retour d'expérience sur les premiers contrôles qui ont pu être réalisés et puis une très brève à la fin séquence sur les prochaines étapes. Voilà. Merci à tous. Vous m'entendez? Ça marche? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer cette présentation par faire un bref retour sur le cadre réglementaire qui s'applique depuis le 17 janvier 2025. Ah. Est-ce que c'est mieux? C'est pas... Bon, vous me direz dans la salle s'il faut que je parle plus fort. Du coup, je disais, oui, on va faire un bref retour sur le cadre réglementaire qui s'applique depuis le 17 janvier 2025, qui est la date d'entrée en vigueur de DORA. Donc, comme vous le savez, DORA, c'est un règlement qui vise à accroître la résilience opérationnelle de l'ensemble des entités du secteur financier. Et pour cela, il se base sur 4 piliers que vous connaissez, j'imagine, mais on souhaitait quand même faire un petit rappel. Donc le premier, c'est vraiment celui de l'élaboration d'un cadre de gestion du risque informatique renforcé, qui nécessite la mise en place de plusieurs politiques et procédures. Ça va de la politique de continuité d'activité jusqu'à la politique de gestion des actifs. Pour certains d'entre vous, pour certaines entités financières, je ne sais pas s'il n'y a que des représentants d'entités financières ici, il y a des éléments nouveaux. Pour d'autres, on est quand même sur des éléments qui existaient déjà dans d'autres types de réglementations. Si je prends les établissements de crédit, on avait les lignes directrices de l'autorité bancaire européenne qui fixaient déjà des exigences à peu près similaires. Donc c'est pas tout nouveau, il y avait déjà des choses existantes. Quelque chose qui est assez nouveau et ambitieux, c'est l'élaboration pour chacune des entités financières d'un programme de test, donc qui vise là vraiment à tester la sécurité de leur système d'information, avec une particularité pour certaines des plus grosses entités financières qui, elles, vont avoir à mettre en place ce qu'on appelle des tests d'intrusion fondés sur la menace et qui doivent en plus être suivis par leur superviseur.
Mais j'insiste bien, ce point-là ne concerne que les plus grosses entités. Le troisième élément, c'est la mise en place d'une obligation de notification des incidents majeurs qui surviennent au niveau des entités financières. Là, l'objectif global, c'est vraiment d'assurer une meilleure réactivité à la fois des entités, mais on va dire aussi des autorités qui les supervisent. Parce que l'idée, c'est que les autorités reçoivent rapidement ces notifications. Et si on est sur des incidents qui en plus peuvent avoir des répercussions sur d'autres entités, même hors de la juridiction nationale, il y a un mécanisme de transfert de ces incidents via un hub qu'on appelle, qui est tenu par les autorités européennes de supervision. Et enfin, le quatrième pilier, qui est probablement l'un des plus novateurs, c'est celui qui consiste à mettre en place un cadre de surveillance des prestataires tiers les plus critiques au niveau européen. Et donc ça, c'est un cadre qui est géré par les autorités européennes de supervision. Toujours pour continuer sur les rappels concernant DORA, je pensais que c'était important, et pour l'AMF et pour la CPR, de rappeler que DORA, même si ça peut-être c'est pas perçu comme ça par les entités, c'est quand même un cadre qui à la base est là aussi pour simplifier et harmoniser les réglementations qui s'appliquent dans le domaine de la gestion du risque informatique. Et je trouve que le premier chiffre est assez éclairant, c'est quand même un règlement qui s'applique à 20 catégories différentes d'entités financières, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Il est complémentaire et il s'articule avec d'autres réglementations existantes, donc notamment la réglementation NIS 2. Et là aussi, l'idée n'était pas de rajouter une surcouche, mais bien de prévoir une bonne articulation entre ces deux textes, faisant en sorte, et en considérant que les dispositions de DORA étaient équivalentes à celles de NIS 2, et donc les entités qui sont sujettes à ces deux réglementations n'ont en fait qu'à appliquer les dispositions de DORA. Et enfin, on a en ce moment, alors ça a débuté il y a quelques mois, mais on a tout un travail au niveau européen de simplification du corpus réglementaire de textes de niveau 2, de niveau 3, en vue de le simplifier. Donc on a par exemple des guidelines de l'EBA, de l'EIOPA sur la gestion du risque TIC qui ont été soit supprimées, soit vraiment réduites à leur portion congrue. Ce travail continue encore. Par exemple, il y a encore des travaux, il y avait une consultation publique là, qui va bientôt fermer sur les lignes directrices de l'autorité bancaire européenne sur le sujet de l'externalisation. Là aussi, l'idée, c'est de simplifier ce qui existe en la matière. Donc, au niveau européen, si ce n'est ce que je viens d'évoquer, ce travail de simplification, le corpus réglementaire, il est fini. DORA a été adopté, est entré en vigueur. Tous les textes de niveau 2 qui étaient prévus dans DORA ont été adoptés. Je crois que le dernier, c'était en mars ou en avril. Par contre, au niveau français, il manque toujours la brique transposition de la directive DORA, du coup. Donc c'est en cours, c'est un peu compliqué vu le contexte actuel, mais on a toujours bon espoir que ça soit fait d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, et du coup que les travaux de transposition réglementaire puissent au niveau réglementaire, pardon, puissent s'enchaîner derrière. Donc voilà, donc je vais passer la parole, il me semble, à mes collègues sur les premiers constats. Merci Romain pour l'introduction sur le cadre réglementaire. Alors nous, sur la deuxième partie relative au constat, et du côté de l'AMF, nous avons décidé de faire un zoom sur les sociétés de gestion de portefeuille. Et avant de rentrer dans le détail des constats, nous tenions à resituer le paysage des sociétés de gestion de portefeuille par rapport à DORA. Et tout d'abord, en fait, il s'agit d'entités régulées par l'AMF qui ont pour mission de gérer l'épargne collective, la trésorerie qui leur a été confiée au travers de fonds d'investissement. On dénombre 700 sociétés de gestion en France, avec 94% d'entre elles qui sont captées par le règlement DORA, donc on a un taux de couverture qui est assez élevé. Et ce qu'il faut savoir aussi sur ces sociétés de gestion-là, c'est que la majorité d'entre elles ont des structures entrepreneuriales, donc pas forcément adossées à des grands groupes bancaires, d'une part, et d'autre part, elles ont des tailles relativement petites.
avec une organisation et des moyens humains centrés sur le cœur d'activité et un recours également à l'externalisation des fonctions support, notamment les fonctions IT. Et c'est là où on arrive au premier constat global qui est double, à savoir qu'on se retrouve en face d'une population qui a dû mettre en place une conduite du changement pour se mettre en conformité avec le règlement DORA. Donc le règlement DORA il a été perçu comme particulièrement exigeant pour les acteurs de la gestion d'actifs. Toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une triple adhésion par rapport au règlement DORA. La première, c'est effectivement les dirigeants des sociétés de gestion qui, malgré le caractère exigeant du règlement, perçoivent l'utilité avec des outils permettant d'améliorer la résilience opérationnelle numérique et d'atténuer, de limiter les différents impacts préjudiciables qui peuvent être financiers ou réputationnels. On a également l'adhésion d'investisseurs internationaux et européens qui voient DORA comme un label qui donne confiance. Et enfin, en tant que régulateur, on ne peut que souscrire à l'ambition du législateur avec comme effet attendu l'augmentation du niveau moyen de la résilience opérationnelle numérique. Donc voilà le premier constat global sur DORA, un règlement perçu exigeant mais également très utile. Donc si on va à la... Voilà. Donc là, on va descendre d'un niveau pour vous dresser un état des lieux du règlement sur les 4 piliers. Alors le hasard du calendrier fait que les services de l'AMF ont lancé une campagne de collecte d'informations visant à définir, en tout cas à évaluer le niveau d'implémentation du règlement DORA. Donc la campagne a démarré fin septembre et elle va se terminer mi-novembre. Toutefois, on a pu échanger avec les sociétés de gestion et on pense que voilà, ce qu'on va vous dresser là, au final, c'est ce qui va être reflété au travers du questionnaire. Donc le constat initial, c'est de dire que les sociétés de gestion se sont structurées vraiment en mode projet pour implémenter le règlement DORA, avec des avancées qui ont principalement porté sur le premier pilier, donc la mise en place du cadre de gestion des risques. Et ça a commencé par effectivement la mise en place d'une gouvernance. On a noté l'implication renforcée de la direction, ce qui est un signal positif pour susciter l'adhésion dans une organisation et également mettre cette thématique au sommet. Ensuite, on a également noté un renforcement du cadre procédural pour se mettre en conformité avec le règlement DORA. Également l'établissement de cartographie nécessaire à l'identification des risques et donc nécessaire au déploiement des mesures concrètes de gestion du risque. Et actuellement, sur ce pilier-là, les efforts portent principalement sur la mise en place concrète des mesures de gestion des risques, donc par exemple l'implémentation d'outils permettant la détection ou la prévention. S'agissant du deuxième pilier sur la gestion, la classification et la notification des incidents, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'AMF, on a déployé un processus permettant aux sociétés de gestion de se décharger de leurs obligations déclaratives dès le premier jour du règlement DORA. Et ce qu'on a noté, on a identifié 2 grandes phases. Une première phase de rodage durant laquelle malheureusement les délais n'étaient pas forcément respectés, les délais de déclaration. On a eu également des déclarations qui étaient parfois incomplètes, parfois incohérentes. Et suite à ce premier constat, on a renforcé notre accompagnement. Et aujourd'hui, on constate une nette amélioration à tel point que les échanges portent principalement sur le fond des déclarations et non plus sur la procédure de déclaration en tant que telle. S'agissant du troisième pilier, prochaine slide, donc malheureusement pour celui-ci on est réellement tributaire des réponses au questionnaire, mais ce qu'on peut dire c'est que ça suit la même tendance que le premier pilier, à savoir que les avancées ont principalement porté sur l'établissement des procédures, du programme et de la documentation de manière générale, et grâce au questionnaire on aura une vision un peu plus fine sur le déploiement des différents tests. Enfin, le quatrième pilier, la gestion des risques liés aux prestataires tiers de services de TIC. Dernier pilier, mais non le moindre, puisque effectivement, on le verra par la suite, ce sera détaillé par Mickaël, mais les incidents résultent principalement d'une défaillance de prestataires, d'une part, et d'autre part, les sociétés de gestion nous ont confié qu'il s'agissait du pilier pour lequel il y a eu la plus grosse difficulté à implémenter. Hormis la cartographie des prestataires qui a été un exercice sûrement fastidieux,
ce qu'on observe, c'est deux grands points de complexité. Le premier point de complexité, c'est la mise en place d'un cadre contractuel avec les prestataires. On a effectivement eu écho que certaines sociétés de gestion ont ressenti quelques réticences de la part de prestataires pour être identifiés comme prestataires tiers de services de TIC au sens du règlement DORA, pour être exonérés d'obligations, et notamment d'obligations contractuelles avec la mise en place de certaines clauses pour lesquelles effectivement il y a eu des réticences, et notamment celle qui prévoit la pleine coopération des prestataires avec les autorités compétentes. Voilà. Donc c'était le premier point de complexité, donc la partie contractuelle, et ensuite un exercice qui a été également douloureux, c'était la remise du registre d'information, donc qui a cristallisé pas mal de tensions et qui s'est expliqué, en tout cas pour la partie société de gestion, par un modèle de registre qui a été jugé complexe et très technique. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on fait face quand même à une population avec des moyens, avec des ressources limitées, et donc de manière générale, voilà, le caractère technique et complexe de ce registre a été un vrai frein, et même pour les plus grandes sociétés de gestion dotées d'une DSI, l'exercice a été ardu. Donc face à ce challenge qui est l'implémentation du règlement DORA, à l'AMF, on avait déjà commencé en amont une phase d'accompagnement qui s'est poursuivie par la suite, et du coup je vais laisser Michael aborder cet accompagnement. Merci Zacharia. Oui, donc côté AMF, s'agissant de l'accompagnement, donc avant DORA, disons qu'on n'a pas attendu DORA pour s'occuper du volet cyber. On accompagnait les SGP dès lors qu'elles étaient victimes d'un incident, du démarrage donc de la constitution de la cellule de crise jusqu'à la clôture et l'envoi du rapport final. On faisait aussi des formations en interne et en externe. Donc en interne évidemment pour que les chargés de portefeuille puissent accompagner au mieux les SGP, et en externe pour, je dirais, diffuser la bonne parole. Donc via les journées RCCI et des formations biannuelles pour les RCCI, et également via des webinaires et forums via les associations. On a également publié de la littérature, donc via des contrôles spot, Bruno évoquera ça tout à l'heure, avec publication de synthèse et identification des bonnes et mauvaises pratiques en la matière, et également un petit recueil de synthèse, je dirais, de ce qu'on attend des SGP en vue de l'application de DORA. Donc ça, c'était avant l'entrée en application. Maintenant, post-entrée en vigueur du règlement DORA, on a mis à jour cette communication donc sur la synthèse des obligations. On a poursuivi la formation biannuelle des RCCI pour qu'ils montent en puissance et qu'ils puissent nous poser leurs questions. On a également tenu des webinaires et on continue à accompagner les SGP lors d'incidents majeurs et non majeurs, maintenant avec la criticité qui est prévue par le règlement DORA. Alors un petit focus sur le ROI, parce qu'on a bien compris que c'était compliqué au démarrage. On a quand même fait une présentation pédagogique lors de l'atelier de la data de la journée RCCI. Et on a tenu un webinaire spécifique pendant la période de remise pour que les sociétés de gestion de portefeuille puissent nous poser des questions en live sur les points de blocage qu'elles avaient pour les aider à la restitution. Et enfin, on continue donc à répondre aux sollicitations des SGP pour leur mise en conformité. Je vais prendre le relais pour la CPR du coup. Donc je répéterai certains constats probablement de l'AMF puisqu'on a vécu les mêmes choses. Donc pour revenir sur le ROI, ça fait parfaitement le lien. Du côté des assujettis à CPR, donc ça a été effectivement une remise assez complexe et difficile. Donc au niveau de la remise sur le portail ACPR, donc le portail OneGate, le score est pas trop mal puisqu'on avait quand même 84% des ROI qu'on attendait qui nous ont été remis. Par contre, quand il s'agit de passer ces registres au portail européen, ce qui était la deuxième étape, pour l'identification des prestataires tiers critiques qui vont faire l'objet d'une surveillance à partir de 2026, là on n'avait plus que 39% des registres d'information qui ont été acceptés. Donc peut-être quand même pour relativiser ce score, dans ce 39%, on avait quand même les ROI des entités les plus importantes, donc la représentativité de la place française, enfin
des assujettis à la CPR dans l'identification des prestataires tiers critiques est quand même bien assuré. Donc il y a plusieurs facteurs selon nous qui ont pu expliquer ces difficultés. Bon, la première, c'était probablement le calendrier assez resserré de cette remise, puisque les textes ont été adoptés quand même relativement tard. On a aussi des règles de validation qui ont mis du temps à être stabilisées et qui, même lorsqu'on croyait qu'elles étaient stabilisées, ont bougé encore pendant la phase de remise, donc ce qui est jamais une chose idéale dans le cadre d'une remise de reporting. Et enfin, on en a bien conscience, c'est un format de remise assez inhabituel pour nos assujettis. C'est aussi un template qui, sur le fond, est assez technique à remplir, puisque en plus, faut répéter parfois les mêmes informations, donc c'est pas toujours instinctif. Et on a constaté aussi, on va dire, un manque d'appropriation, probablement par manque de temps au départ, des entités financières. Ce qui est peut-être dû aussi au fait qu'il y ait une faible participation au dry run qui avait été organisé par les autorités européennes de supervision, une faible utilisation de l'environnement de test, et aussi probablement un défaut d'organisation. Si on n'anticipe pas bien la difficulté d'un reporting, on a probablement du mal à mettre en place l'organisation qu'il faut autour pour pouvoir le remettre. Et là, c'est un reporting qui devait probablement nécessiter de faire intervenir plusieurs acteurs dans les entités. Et voilà, on pense qu'il faudra pour la deuxième remise probablement faire un effort d'organisation. Pour ce qui est des solutions, et donc pour s'assurer que la prochaine collecte, donc qui va commencer tout début 2026 et qui s'achèvera fin mars 2026, donc la CPR, aux côtés de la MEP, du coup, continuera à communiquer sur cette remise, continuera à accompagner les remettants pour identifier les points de blocage et essayer de les régler. On a travaillé à l'alignement des règles de validation entre le portail ACPR et le portail européen, ce qui devait faciliter les choses et faire quand même gagner du temps dans le cas où le reporting est rejeté une première fois. Et enfin, on invite quand même les entités remettantes déjà à développer probablement un outil et une organisation en interne qui permettent la bonne remise de ce nouveau reporting, et de procéder à des remises tests sur l'environnement d'homologation de la CPR. Donc maintenant, je vais enchaîner avec les notifications d'incidents majeurs. On l'a évoqué en début de présentation. Ça fait partie des nouvelles obligations qui sont imposées par DORA. Et donc là, du coup, on commence à avoir un track record qui nous permet de communiquer quelques statistiques. Et on pensait que ça vous intéresserait. Donc peut-être tout d'abord, en termes de nombre d'incidents, à fin septembre, à la CPR, on est à 150 incidents majeurs qui nous ont été notifiés. Petit caveat avec le slide que vous voyez, ce sont les chiffres à fin août 2025. À cette époque-là, on était à 120 incidents. Mais bon, ce qui reste un stock assez important. Les types d'entités déclarantes, donc on va avoir surtout des établissements de crédit qui représentent pratiquement la moitié de l'échantillon. Ensuite, on va avoir les institutions de paiement. Alors, la part importante des institutions de paiement, ça s'explique par une bonne raison, c'est que DORA rattrape les déclarations d'incidents de paiement dans son champ d'application, et donc ça rentre dans ce mécanisme de déclaration. Donc voilà. Et enfin, on a aussi les assurances en troisième position, et ensuite d'autres types d'acteurs. Sur la typologie des incidents qui sont déclarés, on va avoir une partie, on va dire une bonne moitié qui sont relatives à des failles internes, donc tout ce qui est process failure, system failure. Et ensuite, on va avoir des événements plutôt d'origine externe, avec les événements cyber. Donc là, on est quasiment à 30, dont une bonne part est liée à un incident qui a d'ailleurs affecté pas mal de SGP, qui est l'incident Harvest, mais qui n'ont pas déclaré chez nous. Hein, je fais juste Nous, c'était d'autres entités qui ont déclaré chez nous. Et aussi des événements qui s'appellent externes, mais en gros, ça veut dire des événements qui surviennent par le truchement d'un tiers, notamment.
sur le nombre total d'incidents, il est relativement important. Maintenant, la CPR n'en tire pas la conclusion que la place financière est forcément plus risquée qu'elle ne l'était avant la mise en place de DORA. Il y a une raison très simple à ça, à première vue, c'est le champ d'application de DORA et le fait que les notifications ne concernent pas uniquement les incidents cyber, mais l'ensemble des incidents IT et les incidents de paiement. Donc on est quand même sur un champ objectif qui est très large et qui explique aussi pour partie le nombre de déclarations qui nous ont été faites. Je crois que sur le slide suivant, on a 3 autres statistiques qu'on voulait vous présenter. Donc la première, c'est donc l'incident provient-il ou est-il lié à un tiers? Donc dans près de 60% des cas, c'est le cas. Et donc du coup on voulait le mettre en avant parce que pour nous c'est véritablement le signe qu'il y a un vrai intérêt pour l'ensemble des entités financières à développer un système de gestion des risques de tiers qui est efficace. Sur la statistique du milieu, là, en gros, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu plus de 60% des incidents déclarés qui sont clos au moment de la notification initiale. Donc là, pour nous, il y a 2 façons de le lire. Il y en a une première qui est négative, on va dire, c'est il est possible que les déclarations soient faites un peu en retard. Et donc, du coup, en fait, au moment de la déclaration, l'incident est clos, effectivement, parce que les délais de déclaration n'ont pas été respectés, les fameux 4 heures et 24 heures, mais je crois qu'on y revient sur le slide d'après. L'autre façon de le voir, et on n'a pas totalement tranché, on pense que c'est un peu des deux, c'est que dans le lot de ces incidents majeurs, il y a probablement aussi des incidents qui ont un degré de criticité qui n'est pas forcément très élevé. Donc des incidents relativement courts, avec un impact assez limité, et donc qui peuvent être effectivement clos ou finalisés relativement rapidement. Et enfin, sur la 3e statistique, là vous le savez, hein, mais les notifications doivent être faites quand un incident est considéré comme majeur. Être considéré comme majeur, c'est répondre à une série de critères qui sont développés dans la réglementation. Donc du coup, on vérifie ça au moment de la déclaration. Pour l'instant, la vérification, elle est... voilà, on a mis analyse préliminaire parce que c'est pas toujours facile compte tenu de la qualité de certains des reportings qui nous sont remis. En fait, mais globalement, on a 80% des notifications qui nous sont faites qui devaient effectivement le faire. Ça veut quand même dire que près de 20% ne devaient pas être déclarés. Et il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans ce slide, c'est des incidents qui auraient dû nous être déclarés mais qui ne l'ont pas été. Parce que ça arrive aussi, voilà. Mais on n'a pas de chiffres là-dessus. C'est a priori globalement vraiment moins important que ce qui s'affiche ici. Si on passe rapidement sur le slide suivant, donc en lien avec les statistiques, donc c'était juste pour faire quelques rappels. On rappelle que les entités financières doivent déclarer dans les 4 heures de la classification de l'incident et au maximum dans les 24 heures suivant la détection de l'incident. Le format de remise au niveau de la CPR, c'est le format JSON, donc c'est un format qui est nouveau, qui pose quelques problèmes, donc on incite ceux qui doivent faire cette remise dans ce format à mettre en place les outils qui vont bien. On indique aussi qu'on a mis à jour la fac de la CPR en mettant en ligne une maquette à noter pour aider justement à comprendre comment devait se faire sa remise. Et enfin, peut-être rappeler les 3 cas majeurs de déclaration. Donc le premier, qui est le plus simple et qui pose rarement question, c'est si c'est une cyberattaque. Bon, là, on ne se pose pas de questions, on déclare l'incident. Et ensuite, on a 2 autres cas. Donc le cas où l'incident affecte un service informatique qui soutient une fonction critique ou importante, et l'incident remplit également 2 critères secondaires de la réglementation. Là, il y a notification. Et l'autre situation qui est un peu oubliée, on a l'impression, ou mal comprise, c'est l'incident touche des services financiers qui nécessitent un agrément et également remplit 2 critères secondaires. Dans ce cas-là aussi, il faut procéder à une notification de l'incident à l'autorité compétente. Et donc, côté AMF, pour les incidents à date, on a eu 44 déclarations d'incidents
comme étant majeur. Donc on retrouve un peu les mêmes stats qu'on vient de préciter. Sur les 44 qu'on nous a déclarés, post-échange avec la SGP pour savoir ce qu'il en était, est-ce que certains critères du règlement étaient atteints ou pas, il s'est avéré que finalement il n'y en avait que 32 qui étaient confirmés comme étant majeurs, qui se déclinent de la façon suivante. 17 incidents ayant été causés par une indisponibilité de service TIC, 10 par une exfiltration de données, 3 issus d'une panne SI et 2 de phishing. Les fonctions critiques impactées ont été donc la gestion, ce qui est assez dérangeant pour les sociétés de gestion de portefeuille, les valorisations des instruments financiers, idem, et la conformité. Les incidents, enfin les attaques, elles ont concerné des SGP de toute taille et de tout type de gestion, allant de la gestion traditionnelle à l'immobilier, et avec 40 millions d'AUM à 250 milliards. On a le sentiment qu'en fait les assaillants ils attaquent un peu tout le marché puis ils voient où est-ce qu'il y a une faille ils ne ciblent pas par un type de gestion ou par un type d'encours, c'est plutôt ils vont là où c'est plus facile d'aller. Et sur les causes racines des incidents, donc sur les 32 incidents majeurs dont on vient de parler, 22 incidents concernent des prestataires. C'est là où on voit qu'il y a une forte, je dirais, une forte interconnexion entre les SGP et les prestats qu'elles utilisent pour leur rendre certains services. Et on voit que quand ces prestataires-là se font attaquer, ils arrivent facilement à remonter vers la SGP, et c'est là où ça devient problématique. Et donc sur les 32 incidents majeurs qu'on nous a déclarés, on en a clôturé 19 avec des rapports finaux qui ont été transmis à l'ESMA. Merci. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu différent qui est de vous partager un retour d'expérience sur les contrôles que peut réaliser la CPR auprès de ses assujettis en matière DORA. Alors, pour replacer un peu le contexte, Romain l'a évoqué au début de cette présentation, ces contrôles, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Avant DORA, il existait un certain nombre de textes, que ce soit l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle permanent, les guidelines de l'EBA en matière de gestion du risque IT, une notice de la CPR datée de 2019 de mémoire. Donc on avait pas mal de matière déjà pour mener ces contrôles. DORA est venu apporter un cadre harmonisé, des nouvelles références réglementaires, préciser certains points, des attentes un peu différentes sur certains sujets. Pour autant, voilà, ça n'a pas révolutionné la manière de faire ces contrôles auprès des assujettis. Je voulais du coup vous restituer 4 éléments qui sont quand même ressortis des premiers contrôles qu'on a pu faire sous ce cadre nouveau qui était DORA. Alors déjà, je vais faire un petit rappel sur le déroulé des contrôles sur place et les relations avec les assujettis. Ensuite, je vous parlerai rapidement de la gestion du risque. Je reviendrai sur les prestataires TIC et je remercie mes collègues pour leur intervention parce que je pense que certains éléments viendront en contrepoint un peu de ce qu'eux ont pu constater également. Et puis, pour finir, on reviendra un peu sur cette notion de résilience du système financier. Alors, sur le déroulé des contrôles sur place, pour casser peut-être un peu un a priori, nos missions de contrôle, quand elles portent sur le risque IT ou la cybersécurité, elles ne font pas que ça. On a tendance à mettre en face de nous un responsable informatique, et souvent les établissements se rendent compte que très vite, on pose des questions qui dépassent largement le cadre de l'informatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'informatique est là pour supporter un business, pour supporter une stratégie, et que si on ne s'intéresse pas à cette stratégie et à ces business que vous réalisez, on n'est pas en mesure d'apprécier correctement est-ce que l'informatique va répondre à ce besoin. On ne va pas comprendre quelles sont vos fonctions critiques, donc on ne va pas pouvoir mener d'avis sur ce que vous avez besoin de sécuriser en priorité. Une deuxième chose que les établissements ont en général un peu de mal à capter, c'est les ressources qu'elles doivent mobiliser pour ce contrôle. C'est des contrôles qui sont assez intrusifs.
pour lequel on a besoin de demandes, on a besoin en face de nous d'avoir des experts, des sachants, pour répondre à nos questions et pour pouvoir mener le contrôle de manière efficace, à la fois pour nous, mais aussi pour la contrainte limitée dans le temps, la contrainte que ça peut faire peser sur les personnes assujetties. Et donc, comme on est en général, quand on arrive assez peu familier avec l'organisation, nous, on recommande vivement la nomination d'un point de contact qui va centraliser un peu les démarches et orienter les demandes vers les bons interlocuteurs. Ce point est important. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a que des assujettis à la CPR, je ne pense pas, mais peut-être des gens qui représentent des fintechs et des prestataires. Il faut savoir que de plus en plus, dans nos missions, on intègre au moins un prestataire dans le champ de nos investigations. Et donc, premier rebond par rapport à ce que vous disiez sur certains prestataires qui ne voulaient pas être identifiés comme des prestataires TIC. Nous, alors, on les intègre pourquoi? Pourquoi? Parce que en général, ce sont des prestataires critiques. On veut apprécier la manière dont les établissements de crédit ont connaissance de la prestation de ce prestataire, du risque qui peut émaner de cette prestation, la manière dont ils pilotent ce risque. On n'assujettit pas ces prestataires TIC au contrôle. Donc on va leur poser des questions, parfois intrusives, pour bien comprendre eux aussi quel est leur métier, comment est leur IT, mais pour le mettre en contrepoint de ce que c'est l'établissement de crédit. Et comme je dis ça, j'anticipe la question. J'ai eu les deux cas en mission. Alors, d'un prestataire qui a complètement délégué le pilotage de cette partie d'enquête à l'établissement assujetti, qui lui a fait confiance, qui lui transmettait les documents et l'établissement nous les retransmettait. Donc en termes de confidentialité, il y avait transparence entre le prestataire et l'établissement. Et un autre qui n'a pas souhaité que l'établissement qui était assujetti au contrôle ait connaissance des informations qui étaient échangées. Et donc dans ce cas-là, nous, on est soumis au secret professionnel. Donc si le prestataire ne souhaite pas que son client ait accès à un certain nombre d'informations, eh ben, ça peut être possible dans le cadre de ces enquêtes. Voilà, donc on active la clause d'audit d'intervention des superviseurs, mais on essaie de perturber le moins possible la relation contractuelle. Alors pourquoi on fait ces missions? Je vais passer très vite dessus parce que c'est assez simple. Il y a deux risques essentiellement, la cybersécurité et le risque informatique au sens plus large. Je voulais juste revenir sur quelques points qu'on pouvait traiter en mission pour vous montrer un peu le niveau de technicité et donc les sachants dont on a besoin. C'est que on va aller s'intéresser typiquement à comment vous segmentez votre réseau, comment vous segmentez vos données, comment vous les chiffrez. Est-ce que vous avez implémenté un contrôle d'accès aux différentes ressources, aux différentes données, vos stratégies de sauvegarde, de restauration. Donc pour tous ces domaines-là, on a besoin de s'intéresser à votre démarche, vos procédures, et puis à des éléments plus techniques. Quels sont les algorithmes que vous avez choisis, quels sont les outils que vous utilisez, est-ce que vous avez testé la résilience de votre système. Donc d'où le caractère intrusif et un peu prenant que j'évoquais. Alors les prestataires de services TIC et l'externalisation. Ce qu'on a constaté, c'est que l'arrivée de Dora avait quand même créé pas mal de difficultés. Ça rejoint là aussi ce que mes collègues évoquaient, pour les établissements assujettis, pour se mettre au niveau des exigences de déclaration et de référencement des prestataires TIC, dans un contexte où la réglementation précédente, les EBA Guidelines sur l'externalisation, continue d'exister. Alors, je ne sais pas ce que donnera la consultation publique et la révision ensuite, mais aujourd'hui, il y a bien deux scopes différents. Il y a d'une part l'externalisation, qui couvre un périmètre plus large que les seuls services TIC, et d'autre part Dora, qui s'intéresse
aux services informatiques, au-delà de l'externalisation et notamment sur tout ce qui est fournisseur. Et donc il y a une vraie difficulté pour les établissements qui avaient un registre d'externalisation qu'il a fallu refondre pour intégrer cette dimension prestataire de services TIC. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est un vrai projet pour les établissements. Ça nécessite une approche holistique de la relation avec les tiers pour bien identifier quel est le type de relation, est-ce qu'il rentre dans l'une ou l'autre des réglementations et comment est-ce qu'il faut qu'on l'identifie, qu'on le classe. Ces prestataires, ensuite, il faut bien comprendre qu'on va... Enfin, voilà, aujourd'hui, dans les activités des établissements assujettis, ils sont une source de risque. Donc le DORA, pour nous, est un vrai plus dans un objectif de résilience du système financier, parce que j'entends ce que disaient mes collègues sur le caractère très lourd en fait de cette déclaration, de ce registre d'identification des prestataires. Il n'empêche que si ça peut représenter un coût d'entrée assez fort pour les prestataires et pour des petits établissements, je pense que c'est vraiment un coût d'entrée et que dans la durée, une fois ce travail effectué, d'être identifié comme un prestataire TIC, d'avoir mis à jour les contrats, dans la durée, je pense que les différentes parties et le système financier dans son ensemble en tireront un bénéfice. Nous, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a vraiment une acculturation et une montée en compétences lorsque les établissements assujettis s'y mettent vraiment, à la fois chez eux et chez leurs prestataires, pour se mettre à niveau et augmenter leur sensibilisation aux risques informatiques. Alors, maintenant, ça c'est l'objectif. Il ne faut pas rater les étapes intermédiaires. Je pense que là aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que souvent, les entreprises ont une notion assez prégnante du risque cyber et donc entreprennent un certain nombre de projets informatiques visant à renforcer leur système d'information. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il y a un certain nombre de projets qui sont assez importants dans les établissements et plus la complexité de l'entreprise est importante et plus ces projets sont lourds. C'est notamment tout ce qui est identification. Identification des fonctions, business lines, identification des processus, qu'est-ce qui est critique, quels sont les actifs informationnels ou informatiques qui sous-tendent ces activités. Et les établissements et les prestataires ont souvent tendance à minorer le coût et la difficulté de ces projets pour mettre en place notamment une CMDB et à la maintenir dans le temps de manière très opérationnelle. Pour autant, voilà, sans ces étapes préliminaires qui sont assez fastidieuses, les vulnérabilités restent présentes et donc voilà, si on veut vraiment augmenter le niveau de résilience des différents établissements, des différents prestataires et que le système financier dans son ensemble en bénéficie, il faut mettre les moyens sur ce type de projet, sur les accès aux actifs critiques informatiques, sur leur identification, quitte à investir, enfin, dans la mesure du possible, mais là aussi le coût d'entrée peut être un petit peu important. Bonjour à toutes et à tous, donc merci. Je vais compléter par des éléments sur les contrôles à composante cyber qui sont menés donc, par l'autorité des marchés financiers. Donc moi j'appartiens à la direction des contrôles de l'autorité et donc nous avons eu la chance, comme l'indiquait mon collègue Michael, de démarrer ces contrôles assez tôt, dès 2019, avec une méthode particulière à laquelle un certain nombre d'entre vous, je pense, sont familiers, c'est les contrôles d'e-spot. Donc la différence entre un contrôle spot et un contrôle classique, c'est que le spot est un contrôle thématique qui nous amène à traiter une thématique unique, en l'occurrence la cybersécurité, sur plusieurs sociétés de taille et d'organisation différentes, à l'opposé d'un contrôle classique dans le cadre duquel plusieurs thématiques seront traitées,
dont potentiellement la cybersécurité, mais sur une seule société. Cela signifie qu'aujourd'hui, la cybersécurité est considérée comme une thématique de contrôle standard au sein de notre panoplie, au même titre que la lutte contre le blanchiment, les conflits d'intérêts ou la passation des ordres dont on parlait tout à l'heure. Les contrôles spot qui sont publiés donc sur le site internet de l'AMF propose non seulement un rappel des règles de la réglementation applicable sur le sujet, donc la réglementation domestique européenne, mais aussi un certain nombre de bonnes et mauvaises pratiques qui permettent de calibrer, si j'ose dire, son positionnement en tant que société de gestion par rapport à une application pérenne et robuste de la réglementation. Donc ça n'est pas du droit dur, mais c'est une manière de se dire, bon, est-ce que moi, par rapport à une société qui ferait à peu près ma taille, qui aurait à peu près mon activité et mes effectifs, je suis plutôt dans les bonnes ou dans les mauvaises pratiques. Ça peut être aussi un argument de négociation en interne quand on a du mal à faire passer un certain nombre de mesures de sécurité. 2 points pour terminer sur ce slide. Premièrement, nous nous sommes accompagnés sur ces contrôles par des prestataires en audit de sécurité des systèmes d'information, des PASI, qui sont qualifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui peuvent intervenir à notre demande pour réaliser des tests techniques, par exemple des tests d'intrusion, des audits de code, des audits de configuration, dans une optique d'identification de manquements réglementaires potentiels. C'est-à-dire qu'ils ont la main sur la réalisation technique du test et l'identification des risques, des chemins d'attaque. En revanche, ils sont pilotés, le périmètre du test est fixé par la mission de contrôle. Aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers n'a pas émis de sanctions à date depuis le lancement de ces contrôles sur la cybersécurité s'agissant de manquements relatifs à la cybersécurité. Elle ne s'interdit plus de le faire, notamment dans l'hypothèse de manquements provoquant des fuites de données de clients liées à des vulnérabilités identifiées du dispositif. Et les associations professionnelles de sociétés de gestion ont été prévenues en ce sens. On peut passer au slide suivant. Très rapidement ici aussi, donc qu'est-ce que nous regardons dans le cadre de ces contrôles? La grille est toujours à peu près la même, après elle va varier en densité, en profondeur d'investigation et en zone également du système d'information contrôlé. Donc bien sûr le qui fait quoi, l'organisation, est-ce qu'il y a un ou une RSSI, à qui rapporte-t-il, à qui rapporte-t-elle? Quelle est la gouvernance? Est-ce que, par exemple, ces risques d'origine cyber, ils sont traités dans un comité des risques ou est-ce qu'ils sont traités dans un comité informatique ou un comité des risques informatiques à part? La cartographie des données des systèmes sensibles, donc là on est bien aidé aujourd'hui effectivement par tous les efforts que présentaient mes collègues s'agissant de ce travail de cartographie qui est demandé par la réglementation DORA, mais qu'il était aussi bien avant par le plan de continuité d'activité, puisque finalement dans un plan de continuité d'activité bien senti, soucieux d'éviter de ne pas pouvoir redémarrer l'activité en cas de crise, on a déjà identifié un certain nombre d'applications sensibles et de prestataires sensibles. Par la suite, on vérifie également, parce qu'on l'a vu, on en parlait tout à l'heure, que c'est une porte d'entrée potentielle pour les attaques cyber, et bien le pilotage des prestataires. Là, je vais y revenir tout à l'heure, puisque c'est un des points qui est déployé sur le slide. La gestion des incidents d'origine cyber, le plan de continuité d'activité, au sein duquel on va regarder la phase loss of IT. Ça veut dire le plan de continuité d'activité, en général, il va fournir des scénarios et des méthodes pour arriver à résoudre un problème d'accès au bâtiment. On va regarder aussi quel est le plan de continuité d'activité ou le plan de gestion des incidents cyber qui va permettre de redémarrer l'activité informatique, les systèmes d'information, en cas par exemple d'une attaque d'origine cyber mettant à plat le système. C'est-à-dire en combien de temps on va pouvoir redémarrer sur le site de secours. Et enfin, ça c'est une thématique classique, le dispositif de contrôle interne, c'est-à-dire est-ce que les sociétés se sont dotées, soit en interne, soit à l'extérieur, de personnes en capacité d'avoir un œil critique
sur ce dispositif de cybersécurité et d'être en capacité de le challenger, soit dans le cadre du contrôle permanent, soit dans le cadre du contrôle périodique. On peut passer à la slide suivante, merci. Alors, sur le sujet des incidents, là, mes collègues ont déjà bien présenté les différents thèmes. Je voudrais vous proposer quelques focus sur ce qu'on a pu constater. Donc, de manière générale, effectivement, les deux leviers d'entrée qu'on constate sur les SGP, c'est premièrement les prestataires informatiques, deuxièmement les collaboratrices et collaborateurs. C'est pour ça que l'axe principal d'attaque, c'est l'axe du phishing, c'est-à-dire d'abord, en tant que pirate, je m'introduis dans une boîte mail, je prends connaissance à bas bruit du flux d'activité de la société, et une fois que j'ai bien pris connaissance de ce flux d'activité, je déclenche une attaque. Celle-ci peut être, et ça c'est une nouveauté, soit très simple, fraude au président, fraude à la facturation, soit plus complexe. Qu'est-ce qu'on constate comme attaque plus complexe ? On a pu constater des intrusions sur plateforme d'épargne salariale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appartient à une société, qui a son PE ou le PER de la société géré par une société extérieure. Il va se faire passer, la personne de la société cliente, pour un salarié et demander le retrait intégral de ce qui a été placé sur le PE. Et si ça marche, il peut le faire pour lui et pour d'autres personnes. Donc là, vous voyez, ça demande quand même une sophistication plus importante parce qu'on va repérer la société cliente, se positionner sur la plateforme et tenter un retrait. On a pu aussi constater, donc là, dans la méthode, c'est assez simple à comprendre, mais c'est plus sophistiqué dans l'organisation, des cas d'exfiltration massive de données, gérés, pilotés par une personne interne à la société, donc là, en l'occurrence, un stagiaire ou une stagiaire, avec des transferts des sociétés en question vers des drives externes. Donc ça, c'est une attaque qui peut être bloquée très simplement si on interdit, si on coupe la capacité de passer des informations du réseau interne de l'entreprise vers des drives externes. Si ce n'est pas fait, on se rend compte a posteriori, et donc là, les problématiques de perte d'infos peuvent être beaucoup plus importantes. On constate aussi, donc ça c'est une nouveauté, l'émergence de risques liés à l'injection de moteurs d'intelligence artificielle de LLM au sein des applications utilisées. Aujourd'hui, au niveau des sociétés de gestion de portefeuille, ça va concerner pour l'instant deux usages que nous avons constatés. L'usage donc de ces moteurs d'IA dans les outils de gestion de la clientèle et dans les outils de valorisation. Par exemple, je souhaite faire la valorisation d'une société en capital investissement. Je vais utiliser un moteur d'IA qui va me fournir très rapidement des sociétés comparables pour que je puisse valoriser ma société par rapport à d'autres sociétés équivalentes sur les marchés qui m'intéressent. Il subsiste également, et là donc on redescend vraiment dans la complexité, des attaques très basiques qui vont consister simplement à subtiliser, ça existe toujours, on le voit encore, le téléphone portable professionnel, la tablette ou l'ordinateur portable. Alors aujourd'hui les sociétés sont massivement dotées d'équipements vidéo qui permettent de repérer quand et souvent par qui le vol a été commis, mais c'est trop tard. L'ordinateur a été exfiltré, le téléphone a été exfiltré, et s'il n'est pas chiffré correctement et protégé par un système de type BitLocker, eh bien, plus le temps de réaction est long, plus le temps de réaliser le vol est long, et plus il y a un risque qu'il y ait une intrusion au niveau des données contenues. Je vous propose de passer à la slide suivante. Donc ici, simplement quelques rappels qui sont issus des bonnes et mauvaises pratiques identifiées dans les synthèses SPOT. La première étape, je ne les lis pas toutes, mais on essaie d'en retenir deux. En termes de bonnes pratiques, la première étape, mais on en parlait tout à l'heure, c'est cartographier. Ça veut dire j'identifie, comme pour me protéger d'un cambriolage, quelles sont les zones de la maison, donc quelles sont les zones du SI par lesquelles une personne malfaisante serait susceptible d'entrer. Et je les protège par ordre de risque. Donc je protège d'abord la porte parce que c'est plus grand, c'est plus visible, après les fenêtres, je protège le rez-de-chaussée avant de protéger le premier étage, etc., etc. La cartographie des applications, la cartographie des prestataires, c'est exactement pareil. C'est un exercice de bon sens dans lequel d'ailleurs, je dirais, l'expertise technique n'arrive qu'au second plan. S'agissant des mauvaises pratiques, eh bien on essaye, autant que faire se peut, de diminuer ces portes d'entrée, notamment, autant que faire se peut, puisque bon, dans certaines organisations, ça peut avoir une justification, en bloquant les ports USB, en chiffrant la messagerie, en chiffrant les postes de travail,
en ayant des mots de passe robustes. En fait, ce sont des règles d'hygiène qui figurent sur le site internet de l'ANSSI, donc on n'a pas grand mérite à les rappeler ici, mais ça va toujours mieux en le disant, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau des attaques, on constate aux côtés d'attaques très complexes, des attaques beaucoup plus simples. On peut passer à la slide suivante. S'agissant des prestataires, donc sur les prestataires, c'est très simple, on va retenir 3 piliers, c'est ce qu'on va regarder au moment de nos contrôles. On part de la cartographie, on va regarder d'abord si ces prestataires ils ont fait l'objet d'une évaluation du niveau de risque sur plusieurs axes. Risque réglementaire, risque lié à la détention de données personnelles, risque opérationnel, risque de continuité. Les sociétés sont maîtres des axes sur lesquels elles vont évaluer ces prestataires. Dans un second temps, on regarde 3 choses. Comment le prestataire a été sélectionné, quel est le contrat qui a été signé, et quel est le contenu de ce contrat. La DORA nous aide beaucoup avec une grille très complète, mais la réglementation domestique fournissait déjà cette grille, au niveau notamment du RGAMF. Et ensuite, comment le prestataire est challengé. En termes de modalités, au niveau de la sélection, on va s'attendre, alors pas systématiquement à ce qu'il y ait un appel d'offres et une mise en concurrence extrêmement structurée, mais à minima, que la société qui fasse appel aux prestataires informatiques se soit assurée de l'existence de concurrentes et de concurrents potentiels et formaliser un travail de comparaison incluant la prise en compte du niveau de sécurité promis par le prestataire en question. Au niveau de la contractualisation, on fait quelque chose de très simple pour démarrer, c'est qu'on regarde s'il y a un contrat et on a encore des surprises avec des sociétés qui ont pu, j'ai un exemple récent en tête, déléguer une activité justement de valorisation faisant appel à un moteur d'IA sans contractualisation avec le prestataire en l'occurrence, qui en plus est un prestataire extra-européen, donc là c'est la totale. Parfois, ces contrats donc, se réduisent, c'était le cas d'espèce ici, à des simples factures déclenchant le service sur un modèle SaaS. Ça n'est pas suffisant, parce qu'à partir du moment où le prestataire va absorber des données de la société, donc là en l'occurrence si on est sur de la valorisation, des participations, des noms de fonds, des gérants, éventuellement des phases d'investissement, des investissements, il faut que la société puisse avoir des leviers pour avoir un œil sur ce que fait le prestataire de ces données. Et là, on arrive à la 3e phase. Eh bien, au niveau du suivi du contrôle du prestataire, cela peut passer par plusieurs méthodes, en fonction des relations avec celui-ci, en fonction de son niveau de risque, des échanges par email, des calls, des demandes de rapports de tests d'intrusion. Il n'est pas interdit à la société cliente de dire « Je souhaiterais savoir quels sont les résultats des tests d'intrusion menés sur vos installations sur lesquelles mes données sont stockées. Pouvez-vous me les communiquer totalement, partiellement ?» Cela se négocie. On a aussi des cas de comité de pilotage de la prestation au cours duquel la sécurité va être abordée. On n'est pas prescriptif sur la manière dont cela doit être fait. En revanche, il faut que cela soit fait pour avoir une gestion saine du prestataire. Ça a également un intérêt pour les sociétés clientes, c'est que ça met le prestataire en question, en tension sur ces questions de sécurité et force est de constater au niveau des contrôles que certains peuvent en avoir besoin, puisqu'on a pu entendre, on en parlait tout à l'heure en préparant le meeting, des personnes en situation de contrôle dire non mais ce prestataire-là, on ne fait pas d'audit de sécurité, c'est un grand nom dans son domaine, c'est un prestataire international, donc en substance on n'en a pas besoin. Sous l'œil du régulateur, rien n'est plus faux. En termes de cybersécurité, j'avais promis une citation à Mickaël, donc je la fais. Le pire n'est jamais décevant, comme le disaient les Monty Python. Donc, il faut contrôler les gros prestataires et les petits prestataires. Les hackers n'appliquent pas de principe de proportionnalité. Alors, en revanche, bien sûr, on va doser les moyens de contrôle et de suivi en fonction de ses moyens propres, en fonction de sa cartographie des risques, mais on ne peut pas considérer que la taille est un levier ou la réputation sur le marché est un levier de protection. Au contraire, plus le prestataire est représentatif, plus il a un nom, plus il peut être intéressant pour un hacker qui veut se faire un nom de l'attaquer. On peut passer donc à la phase suivante. Voilà, donc ici aussi, des bonnes et mauvaises pratiques, elles sont sur le site internet de l'AMF, donc je ne prends pas trop de temps dessus.
on retient cartographier, 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 ça c'est un point très important, que ce soit fait sur un PowerPoint, sur un Excel, sur un Word, peu importe, mais avoir une vision centralisée, partagée, avec des niveaux de risque de toutes les passerelles qui permettent d'entrer sur votre SI. Ça peut être la passerelle venant des utilisateurs, la passerelle venant des prestataires informatiques, hébergeurs, administrateurs, éditeurs, mais aussi les passerelles de communication avec par exemple le dépositaire, le commissaire aux comptes, le teneur de compte conservateur. Et également, du point de vue, donc là aussi des règles d'hygiène, eh bien, par exemple, ne pas définir, ça c'est une mauvaise pratique, d'indicateur de pilotage du prestataire informatique. Un moyen très simple de suivre l'activité, c'est de dire, par exemple, je vais mesurer le temps de réponse sur chaque sollicitation au niveau des emails, où je vais mesurer le nombre d'incidents. Et puis petit à petit, là aussi, c'est vraiment une prérogative régalienne du client. Je définis mes indicateurs et je les suis sous forme de feu vert, orange, rouge, sous forme de chiffres, peu importe. Mais j'ai une grille partagée qui me permet de suivre la tendance et de pouvoir éventuellement engager des renégociations, voire une cessation de contrat si je considère que la prestation n'est pas au niveau. Du coup, je vais clôturer cette présentation avec juste un slide, il me semble. C'est un message qui est partagé entre l'AMF et la CPR. Donc, effectivement, en 2025, et on a eu l'occasion de le revenir durant la présentation, mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner les entités financières pour se mettre en conformité avec DORA, pour essayer autant que faire se peut, respecter notamment les nouvelles obligations de reporting. Donc on en a parlé, hein, les registres d'information, les notifications d'incidents. On n'en a pas parlé, mais les notifications volontaires de cybermenaces aussi. Je ne suis pas sûr qu'on en reçoive beaucoup de part et d'autre. Et donc du coup, on a organisé beaucoup de webinaires, de réunions avec les différentes fédérations. Je pense que nos FAQ respectives ont été mis à jour de nombreuses fois. Et le message qu'on voulait un peu passer aujourd'hui, c'est que 2026, bien sûr, on va continuer cet effort d'accompagnement, puisque voilà, il faut faire en sorte que la remise des registres se fasse mieux. Il faut faire en sorte que les cadres de gestion du risque soient conformes à DORA. Mais l'idée, c'est de passer progressivement et de rééquilibrer de la phase d'accompagnement sur une approche plus naturelle pour nos autorités, qui est une approche aussi de supervision. Donc ça passera par l'identification de priorités de contrôle, bien entendu. Donc ça, on pourra le faire sur la base des informations qui sont fournies par les entités financières dans le cadre des entretiens réguliers, annuels ou biannuels qui peuvent avoir lieu, sur la base des reportings qu'on a reçus cette année, donc que ce soit le registre ou les incidents, et également sur la base des différentes initiatives transversales qu'on a pu mener. Donc vous avez fait un questionnaire, si j'ai bien compris. On a fait la même chose, mais on n'a pas encore eu le temps d'analyser les réponses, donc ça va venir, et ça permettra de driver justement l'identification de ces priorités pour l'année prochaine, et probablement de lancer des analyses transversales et de continuer, parce que vous l'avez bien entendu, les contrôles sur place ne se sont pas arrêtés, et voilà, ils devraient continuer de la même manière dans les années à venir. Merci.